bienvenue dans votre mag Sport à la Une, dans lequel je vous retrouve avec grand plaisir. Ce soir, il est question du regroupement des Lions, déjà en cours, précédé d'une semaine mouvementée de la publication de la liste à la pirouette des clubs français. La réaction de l'instance fédérale sénégalaise a eu de l'effet. Certaines personnalités se sont également prononcées. Au contraire de la CAF, une confédération, celle qui est la plus touchée, étonnamment silencieuse. Première conséquence fâcheuse du protocole de Rabat. Les supputations vont bon train maintenant que la nomenclature a été installée en mode consensus, non en mode scrutin. Qui fera quoi? Que doit-on attendre de cette nouvelle CAF? Nous en débattons également ce soir sur ce plateau. La Ligue 1 a un nouveau leader, le Teungueth FC. Le club rufisquois a battu le Stade de Mbour hier sur le score de 3-0. Dans le même temps, l'AS Douane et Génération Foot faisaient match nul, 1 but partout à Déni Birandao, et Diambar s'inclinait devant l'AS Pikine 2-1. Le TFC déjà éliminé de la course au second tour de la Ligue africaine des champions. Pour le Diaraf, le rêve est encore permis en Coupe CAF. Les Verts et Blancs qui cheminent dans cette compétition africaine avec un nouvel entraîneur, Cheikh Gueye, heureux de relever un nouveau challenge avec un club historique. Dans l'entretien qu'il a accordé à Mamadou Ndiaye, Cheikh Gueye revient également sur l'expérience acquise au Sénégal. J'aurai le plaisir de partager ce plateau dans quelques instants avec 3 journalistes sportifs, Aliou Goloko, Harouna Dème et Pape Lamine Ndour. Hippisme également, nous en parlons en fin de mag avec Madio Per qui nous racontera les temps forts de la 13e journée courue à l'hippodrome Ndiao Makodou Diop de Thiès. Bienvenue à tous. Aliou, bonsoir. Bonsoir Mam, bonsoir Lamine, bonsoir Harouna. Bonsoir Harouna. Bonsoir Mam et bonsoir aux confrères qui sont présents ici. Pape Lamine, bonsoir. Oui, bonsoir Mam, bonsoir Aliou, bonsoir Harouna. Voilà, merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, une grande partie des Lions a rallié Paris avant de s'envoler pour Brazza, avec une escale prévue à Dakar d'ici 1h voire 2h du matin. Mais finaliser et confirmer la liste de ces joueurs sélectionnés n'a pas été finalement chose aisée pour le sélectionneur Aliou Cissé, entre la circulaire de la FIFA qui donnait plein pouvoir aux clubs en cette période de pandémie et le mot d'ordre des clubs français qui ne voulaient pas libérer leurs joueurs, sauf ceux qui restaient en Europe. Il a fallu aller au front et la Fédération sénégalaise de football s'y est attelée. Au final, 9 joueurs sur les 12 sélectionnés en France seront du voyage. Entre-temps, d'autres ont également été appelés pour pallier ces absences. Mamadou Ndiaye. Aliou Cissé est passé par toutes les situations de la conception de la liste à la publication de celle-ci. Le sélectionneur national a dû revoir ses plans et écarter quelques joueurs retenus par le club au titre de la nouvelle disposition de la FIFA qui les y autorise si un délai de plus de 5 jours de confinement est obligatoire au retour de la sélection. Une disposition fortement décriée par plusieurs personnalités du football, dont la Fédération sénégalaise de football qui a introduit un courrier à son homologue français afin de disposer de ses internationaux pour cette fenêtre. Un courrier qui a reçu une réponse favorable sous condition. Finalement, le Sénégal pourra compter sur 9 des 12 spéciales. Conditions posées par la Fédération française de football. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cette tournure, Aliou Cissé va pouvoir compter sur ses nouvelles recrues, à savoir Abdou Diallo du Paris Saint-Germain, Fodé Ballo-Touré de l'AS Monaco et Pape Matar Sarr du FC Metz qui viendront s'ajouter à Youssouf Badji du FC Bruges et Nampalis Mendy de Leinster. Le regroupement des Lions débute ce lundi puis direction Brazzaville pour affronter le Congo le 26 mars avant de recevoir à Thiès le 30 mars l'Eswatini pour le compte des 5e et 6e journées des qualifications à la CAN Cameroun 2022. Cette situation assez complexe, bon Harouna, je vous adresse la parole. En premier, c'était une situation assez ubuesque. Il a fallu quand même, entre guillemets, tirer et aller chercher ces joueurs-là. Est-ce que vous avez compris un peu la réaction, notamment des clubs français de la France? J'ai un peu compris, je me dis que ça ne surprend pas parce que les clubs français, les clubs employeurs en général ne sont pas très enclins à laisser leurs joueurs faire de grandes distances quand il s'agit de venir jouer en Afrique ou en Amérique du Sud. Et ils ont, je pense, voulu tirer profit du fait que l'Amérique du Sud, justement, ait fait le choix de reporter sa journée d'éliminatoire. Mais il se trouve que l'Amérique du Sud, c'est quand même un groupe de 11 pays. Ils n'ont pas les mêmes difficultés qu'en Afrique. Il y a un problème de déplacement très sérieux en Afrique.
c'est un constat. Il y a 54 fédérations plutôt en Afrique, donc il y a beaucoup plus de matchs. Et si la CAF rentrait dans le jeu du report ou de la déprogrammation de la journée, je pense qu'on ne s'en sortirait plus. Parce qu'au moment de la reprise, au mois d'août, juillet et septembre, on se rendra compte que les clubs français, les clubs européens en général, allaient mettre l'argument de la préparation, du calendrier serré, pour pouvoir justement prendre comme prétexte ce motif-là pour ne pas justement libérer les joueurs. Donc les Africains sont souvent pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau de leur club qui les paye et qui leur tape dessus, et l'enclume africaine, puisque les pays ne comprendraient pas, en tout cas au niveau du public, que les joueurs ne viennent pas jouer en sélection à cause de contraintes liées à ce que leur impose les clubs. Et le fond du problème, moi je pense que les gens ont beau tirer sur la CAF, mais c'est la FIFA qui a ouvert la boîte de Pandore. Bien sûr, c'est ce que elle n'aurait jamais dû peut-être rentrer dans ce jeu-là, de dire à cause de la Covid on fait ceci ou cela, parce que finalement on rentre dans un jeu qui ne fait pas l'intérêt des sélections nationales. Or, la FIFA, sa priorité devait être de protéger ces sélections-là, parce qu'il a fallu quand même des décennies de lutte pour arriver à ce que cette réglementation soit mise en place pour permettre aux joueurs africains, aux joueurs sud-américains et aux joueurs des autres continents qui jouent en Europe, parce que les Asiatiques aussi sont quelque part concernés, de pouvoir être disponibles pour leur sélection. Les Européens, qui sont les principaux employeurs de ces footballeurs-là, n'ont jamais voulu les laisser partir en sélection. Ils ont été contrés par la règle. Je pense qu'il y aura les mêmes problèmes pour les prochaines journées. Et il y aura toujours des tiraillements, des difficultés. Parce que l'injustice, c'est de dire aux Africains, vous ne pouvez pas aller jouer avec vos sélections nationales. Mais tous les joueurs français, même ceux qui viennent de pays, parce qu'on a vu que les Allemands, les clubs anglais, ont été obligés de recevoir à Budapest en Coupe d'Europe, parce qu'ils ne pouvaient pas jouer en Allemagne. Pourtant, les joueurs français qui jouent en Angleterre, on leur a fait des dérogations pour leur permettre de venir, d'aller faire un périple au bout de l'Europe pour revenir jouer à Paris, et on ne pose pas ce problème-là. Alors, la boîte de Pandore ouverte par la FIFA, bon, bien sûr, on arrivera aussi à la posture que devrait avoir par rapport à cette situation la CAF, mais bon, voilà, aujourd'hui aussi le positionnement de la Fédération sénégalaise de football, cette situation, elle crée quand même d'autres problèmes encore, d'autres questionnements, en plus des questions générales qu'on doit régler quand on doit voyager. Oui, mais en fait, c'est parce que aussi, à situation particulière, généralement, mesure particulière. Cette mesure, effectivement, avait été prise par la FIFA dans un souci de protéger l'intégrité des joueurs. Il ne faut pas l'oublier aussi. Vu que la pandémie était d'ordre mondial et qu'elle touchait quasiment toutes les zones, la FIFA pensait pouvoir bien faire en prenant une telle mesure sans mesurer les conséquences d'une telle décision sur la vie des sélections nationales. Aujourd'hui, la plupart des sélections nationales africaines ont des joueurs qui évoluent dans des championnats européens et pour certains même des binationaux. Donc ils n'avaient pas assez mesuré l'impact d'une telle décision et je pense que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas fait de bruit lorsque la Fédération française de football a accédé à cette demande. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et le cas se posait uniquement aussi avec la France. Parce que pour les joueurs qui jouent en Angleterre, en Allemagne, dans les autres championnats, en Italie, dans les autres championnats, il n'y avait pas de ce souci-là. C'est parce que les autorités françaises ont voulu imposer une septaine à tous les joueurs qui se sortiraient hors de l'Union européenne à leur retour. Et cela, vous savez qu'on est à 9 journées... Je pense que ça s'applique même à tout voyageur. Et du coup, les joueurs étaient dans le lot aussi. Et surtout, la pression de ces clubs, parce qu'on est à 9 journées de la fin du championnat de France de Ligue 1. Il y a des clubs qui jouent le titre, d'autres qui jouent le maintien, d'autres qui jouent des places européennes. Et vu la situation économique générale aujourd'hui, tout est à prendre. Parce que quand vous arrivez à obtenir certains résultats, ça vous rassure en tout cas un certain nombre d'entrées d'argent. Donc les enjeux économiques ont fait qu'ils avaient cette pression-là, jusqu'au point de prendre cette mesure injuste. Elle est injuste pour la simple raison, ce qu'on permettait aux autres joueurs français qui évoluent dans d'autres pays du continent, on ne l'autorisait pas pour les joueurs africains. Et le Sénégal, par la voie de sa fédération, qui a toujours été une fédération alerte, c'est encore le moment de le dire, parce que rappelez-vous, on a eu des situations autres sur l'arbitrage tronqué, sur le match. Ils ont toujours trouvé juste
de prendre la parole et de réclamer leurs droits quand ils sont dans un droit. Et aujourd'hui, grâce à cette initiative du Sénégal, toutes les sélections africaines ont pu disposer de tous leurs joueurs évoluant dans les différents clubs européens. C'est une bonne chose et c'est certes une initiative sénégalaise, mais il faut la mettre également au compte de la CAF. Très bien, on y arrivera. Bon, ça c'est un peu... Le premier vice-président de la CAF est bel et bien sénégalais. D'accord, merci de nous le rappeler, on y arrivera. Maintenant, c'est vrai que, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une initiative, Pape Lamine, esselée du Sénégal? Parce qu'on a entendu certaines personnalités, voilà, Bruno Genesio, évidemment, l'entraîneur de Rennes. La seule fédération qui a écrit, c'est cette fédération sénégalaise de football et qui a permis peut-être aux autres sélections africaines de donc rebondir et de pouvoir peut-être avoir à disposition leurs internationaux. Mais est-ce que ce ne sont pas des initiatives un peu disparates? Est-ce qu'on n'aurait pas dû entendre l'Afrique d'une seule voix, même les autres fédérations? Oui, vous avez parfaitement raison. C'est parce que peut-être ils savaient pertinemment qu'il y aura des conditions parce que la France ne va pas lâcher du lest comme ça. Si la fédération sénégalaise écrit pour demander la libération de ces joueurs-là, parce qu'il y a des fondements juridiques également, parce que ce sont les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont sorti leur communiqué pour retenir les joueurs, alors qu'ils n'ont aucune prérogative de retenir ces joueurs-là. J'aurais compris que ça soit la Fédération française de football qui sort ce communiqué pour dire, écoutez, parce qu'il y a des mesures qui ont été prises au niveau national, tout étranger, tout voyageur qui sort de la France et qui revient doit observer une période. D'accord, j'aurais compris, mais c'est les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont sorti ce communiqué-là, qui n'a aucun fondement juridique. La fédération s'est engouffrée dans cette brèche, du moins, pour comprendre que, écoute, ça, juridiquement, ça ne peut pas tenir. C'est pour cela que cette fédération sénégalaise a été alerte quand même. Parce que juridiquement, il y avait un vide. Il fallait exploiter ce vide juridique-là pour contraindre à la France de revenir sur sa décision et ils ont eu gain de cause. Et il y avait aussi la question aussi du délai, c'est-à-dire à la limite, soit la fédération ou les clubs français auraient dû réagir 6 jours au plus tard après l'envoi des convocations discriminatoires qui a été souligné. J'ai, entre guillemets, apprécié aussi la sortie de Memphis Depay qui parlait d'une mauvaise image renvoyée par la France. Peut-être tous ces arguments ont contribué finalement à les faire reculer aussi, non, Aruna? Très certainement, je pense quand même que presque aujourd'hui en Afrique, plus particulièrement en Afrique francophone, et dire que les joueurs africains ne vont pas rejoindre leur sélection, si l'État français et la Fédération française, puisqu'il l'a rappelé, la Fédération française a la prérogative de dire les joueurs ne partent pas. Mais les clubs français n'ont pas cette possibilité-là, juridiquement, par rapport au statut de la FIFA. Donc, parce que c'est les fédérations qui sont concernées, ce ne sont pas les clubs. Effectivement. Et de ce point de vue-là, dire que les joueurs africains ne vont pas jouer en sélection, ça allait quand même renforcer cette mauvaise image, cette mauvaise perception. Parce que moi, de toutes les réactions que j'ai suivies, il y a qu'Alain Giresse que j'ai vu défendre cette position-là. Peut-être parce qu'il n'est plus sélectionneur en Afrique. Moi, c'est dans quelles conditions il a quitté notre continent. Mais les autres entraîneurs qui sont passés ici, qui ont des clubs ou qui sont en sélection, ne se sont pas mis dans cette posture-là. Et de mon point de vue, ça ne pouvait pas être plus discriminatoire comme mesure que de dire que les joueurs africains, parce que Memphis Depay a parlé de racisme, il faut oser utiliser les mots, il a eu le courage de rentrer dans cette brèche-là. D'autres n'ont pas été jusque-là. Et c'est regrettable, d'ailleurs, que les fédérations africaines n'aient pas réagi ou agi. La seule qui a agi, vous l'avez rappelé, c'est le Sénégal. C'est le manque de courage de nos dirigeants. Parce que quand la FIFA a voulu imposer en quelque sorte un consensus, ce qu'ils ont appelé consensus, Goloko ne va peut-être pas être de mon point de vue, mais de mon point de vue, c'est le deal de Infantino pour mettre à la CAF ce que lui il a comme projet pour la CAF. Quand il s'est agi d'agir dans ce sens-là, tout le monde a eu son mot à dire. Bien sûr. Mais quand il s'agit de défendre les intérêts généraux du football africain, ça ce sera un autre débat. Mais là, il s'agissait de défendre aussi les intérêts des sélectionneurs. Et les fédérations africaines, les fédérations nationales, ont fait semblant et les entraîneurs se sont retrouvés dans des situations impossibles où il fallait chercher des solutions alternatives, appeler des joueurs des sélections à prime, aller chercher des joueurs dans le championnat local et tout.
c'était pas commode pour un sélectionneur de travailler dans ces conditions-là. Alors, moi, ce que j'ai envie de souligner surtout, c'est de saluer le professionnalisme et la compétence des dirigeants sénégalais qui ont pu saisir déjà l'injustice de cette règle, mais au-delà de ça, qui ont respecté l'éthique du football, l'éthique du sport. Parce que le Sénégal était déjà qualifié. À la limite, on aurait pu se contenter de constituer une équipe entre les joueurs de Teungueth FC et de Jaraaf et d'autres joueurs du championnat local pour aller jouer, mais ça aurait été injuste d'avoir apporté une réplique avec tous nos joueurs contre la Guinée-Bissau et d'aller présenter une équipe B ou C contre les autres partenaires. Ça, c'est extrêmement important du point de vue éthique. Ça posait problème aux dirigeants sénégalais. Et le fait de parler pour l'Afrique, ce n'était pas une première pour le Sénégal. Le Sénégal a toujours pris le devant. Mais Aliou, je vais vous couper. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'était pas l'Afrique? Non. Justement, à travers ces fédérations. Mais le Sénégal fait partie intégrante de l'Afrique. Oui, mais justement, mais le Sénégal est un seul pays. On est 54 pays. À partir du moment où le Sénégal, si le Sénégal a la compétence et a saisi. D'accord, non, parce que non, c'est ça. Non, attention, c'est pas une raison. Les autres ont la compétence, mais ils n'ont pas le courage d'aller là où va le Sénégal. Ils n'ont même peut-être pas perçu l'injustice de cette règle. Mais le Sénégal, qui a des gens qui assimilent ou maîtrisent bien les textes, ont capté très tôt et ont pris la peine d'écrire parce qu'il faut être procédurier dans ce genre de trucs et comprendre ce qu'il faut faire. Les Sénégalais ont fait ce qu'il fallait faire et ils l'ont fait au nom de l'Afrique. Ce serait venu de la Côte d'Ivoire, de l'île Maurice ou de Madagascar, on aurait aussi applaudi. Reste à savoir aussi sous quelles conditions ces Africains-là, parce que cette décision, elle a été assouplie entre guillemets, mais avec des conditions assez draconiennes. Il faut avoir quand même de la manne financière pour pouvoir aujourd'hui amener une délégation, la mettre sous une forme de bulle, avec un avion spécialisé, un vol spécial, pardon. Le retour se fera pour certains joueurs. Tous les joueurs, toutes les équipes africaines n'ont pas cette possibilité non plus. Mais forcément, du moment qu'ils ont lâché un peu de leurs obligations, il fallait également qu'il y ait un plan B pour la France. Parce que le fait de renoncer totalement et d'accéder à la requête sénégalaise ou bien à la requête africaine même, serait une défaite pour la France. Donc, dans ce cas, ils vont leur dire, mais écoutez, d'accord, vous êtes dans vos droits, parce qu'ils savent que les sélections africaines sont dans leurs droits. Je vais vous accorder cela, mais en contrepartie, je vais glisser un petit bâton dans les roues pour que vous puissiez vous organiser, parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a beaucoup de fédérations africaines qui ne sont pas assez liquides pour pouvoir satisfaire à certaines conditions. Aujourd'hui, quand même, la tendance avec les sélections africaines, c'est déjà le cas. Elles voyagent toutes quasiment dans des vols spéciaux. Tout simplement parce qu'il est difficile. C'est pas une exception sénégalaise. C'est pas évident que toutes les sélections. De plus en plus de sélections en Afrique voyagent avec des vols spéciaux, tout simplement parce qu'il est difficile de se déplacer en Afrique. Et pire encore en ces périodes de Covid. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, les deux dates sont très proches. Donc, toutes les sélections sont dans l'obligation quasiment d'affréter des avions. Le Sénégal le fait depuis presque 15 ans, mais toutes les autres sélections aussi le font, de plus en plus, même les pays dont on ne pense pas qu'ils l'ont. Du Nord et le Sénégal. Peut-être je peux me tromper de bonne foi. Ah si, le Bénin, le Burkina, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Une partie avec Naby Keïta. Mais sinon, le Mali qui a une très grosse colonie qui évolue en France, à zapper tous ces internationaux qui évoluent en France. Ils ont fait le choix. Ils ont dans leur liste. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas assez de moyens financiers. Ils ont les mêmes possibilités que les autres. Ça dépend aussi des possibilités des fédérations et des États. Il y a certains États qui ont fait le choix. Non, mais il y a des pays qui n'ont pas. Non, je ne pense pas. Le Mali n'a pas. Non, ils ont peut-être une bonne base locale qui leur permet de se passer. Qui leur permet de se passer de cela, mais le Mali a les moyens d'affréter un avion spécial pour déplacer son équipe sur n'importe quel point A et un point B du continent. C'est à vérifier. A priori. C'est dans les cordes de n'importe quel État africain aujourd'hui. Parce que les avions spéciaux, c'est quoi? C'est pas, généralement, c'est même beaucoup moins cher de citer. Ça fait partie intégrante du haut niveau. Et aujourd'hui, nos sélections aspirent toutes à devenir des sélections compétitives. Et la FIFA
a des fonds de dotation qui contribuent au paiement de transport aux sélections. Absolument. Et si cet argent est utilisé à bon escient, il y a moyen de pouvoir affréter des avions et faire déplacer les sélections nationales. Cet argent est utilisé à bon escient. J'ai bien précisé. Ouais, au Sénégal, c'est le cas, c'est pour ça qu'on peut se le permettre. Avec la bonne volonté bon, de l'État du nous avons Sénégal. eu aussi beaucoup de fonds rentrés avec donc les dernières échéances, Oui, la Coupe du Monde, la Coupe oui. d'Afrique. C'est vrai que c'est une fédération Et l'État du Sénégal. relativement L'État du Sénégal liquide. surtout. Bon, L'État du ça, Sénégal peut-être surtout. que vous êtes dans le secret des dieux, je l'État sais du pas. Sénégal Moi, aide beaucoup également dans le déplacement de notre, Tant mieux. sélection Alors, on nationale. va faire une petite parenthèse quand même pour parler de la liste, parler un peu du contenu, avant de revenir bien sûr au débat institutionnel avec, entre guillemets, ce protocole de Rabat, mais on ne peut pas ne pas en fait parler aussi des renforts en termes de choix sportifs. On va découvrir d'ailleurs quelques images, en tout cas une affiche avec les joueurs qui sont les nouveaux appelés, notamment Pape Matar Sarr, Madi Kekan également, qui est donc un joueur du Jaraaf. Il y a aussi Napalis Mendy, le joueur de Leicester. Vous avez vu évidemment Youssouf Badji, mais Youssouf Badji fait partie quand même de ces joueurs qui, à la dernière minute, ont été bloqués par leur club, donc il ne sera pas du regroupement. Il y a aussi un poste, je pense que là on fera un petit arrêt avec les différents intervenants, qui a suscité beaucoup de débats au sein de notre tanière, parce qu'on considérait que c'était l'un des maillons faibles de cette sélection, avec l'arrivée de deux latéraux gauche, Abdoulaye Diallo, joueur du PSG, et Fodé Ballo-Touré de Monaco. Déjà un petit commentaire sur ces deux joueurs-là, parce que des attaquants on en a, des milieux de terrain on en cherche encore, mais ces deux postes... Alors, Abdoulaye, son poste de prédilection, c'est surtout défenseur central. Abdoulaye Diallo a été formé à l'AS Monaco. Mais il est polyvalent. Oui, il est polyvalent. Je veux dire, mais son poste je pense que peut-être le coach le fait venir, c'est surtout peut-être pour le faire évoluer au niveau de l'axe. Et maintenant, Fodé Ballo, également un autre joueur formé par le Paris Saint-Germain. Ah, vous pensez qu'il le fait venir pour le faire jouer dans l'axe? Oui, ça c'est mon intime conviction. D'accord. Et il est beaucoup plus bon dans l'axe, il est encore meilleur dans l'axe que sur le côté. C'est vrai qu'au Paris Saint-Germain actuellement, il dépanne à ce poste et il arrive à être performant, mais son poste de prédilection reste défenseur central. Tous les clubs où il a évolué, notamment avec l'équipe Espoir de France, où il était également capitaine, c'était un défenseur central. Vous pensez qu'il aura vraiment défenseur central gaucher, qui est une denrée très rare généralement dans le football et qui est très recherché. Très bien. Alors, vous partagez l'avis de Aliou sur... Oui, parce que bon, le joueur, il a été formé comme défenseur central, mais maintenant on parle du haut niveau. Ils sont capables de se réadapter par rapport à une situation donnée. Par rapport au Sénégal, tout le monde a constaté que ça fait presque 10 ans qu'on a un problème à ce niveau. C'est vrai qu'il a amené quelqu'un un joueur de métier, Touré, mais c'est un jeune joueur qui est encore en quête d'expérience. Qui doit progresser, qui est en quête d'expérience. Mais Abdoulaye Diallo, lui, il est déjà dans le bain. Il a eu des matchs de grande envergure qu'il a déjà disputés. Mais je pense que c'est l'un dans l'autre. Il faut avoir beaucoup plus de joueurs sur un côté que d'en avoir un seul. En cas de pépin, tu peux appeler quelqu'un à la rescousse. Parce que jusqu'ici, apparemment, ceux qui sont à ce poste n'ont pas encore donné entière satisfaction. Mais en fait, on a même pris un droitier de métier pour le faire coulisser comme arrière gauche. Et depuis très longtemps, c'est Sabali qui est titulaire. On a essayé Salou 6, on a essayé Abdelandour, on a essayé pas mal d'arrière gauche, mais le résultat laisse à désirer. Aliou Cissé a fixé Sabali sur ce côté-là parce que peut-être Sabali avait beaucoup plus d'aptitude offensive que ces derniers. Mais sauf que Sabali, son point faible, même s'il avale les couloirs, il a du mal également à jouer avec son pied gauche. Il est obligé de s'arrêter et de perdre quelques secondes avant de réajuster son centre. Donc si on a quelqu'un qui est un latéral de métier et qui connaît déjà ce poste, qui a déjà ses skills, je pense que c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas perdre de vue ce qu'Aliou a dit. Diallo est défenseur central. Et dans la nouvelle configuration également de notre axe central, n'oubliez pas que on commence à perdre certains joueurs majeurs qui étaient là-bas. Cheikhou tire vers la fin. On sera obligé de chercher quelqu'un pour le suppléer. Salif Sané, ça fait presque 9 mois qu'il est hors circuit. Et il est bouché en plus. À part Kalidou Koulibaly, il n'y a pas un autre défenseur central, entre guillemets, crédible.
qui peut en fait pallier ces absences de Cheikhou Kouyaté. Il y a Ousseynou qui arrive aussi. Non, Ousseynou Ba. J'insiste sur le fait que c'est un gaucher. Généralement, avec le football moderne, de plus en plus d'équipes mettent dans un charnier central un défenseur central gaucher et un défenseur central droitier. C'est pour la fluidité du jeu, c'est pour les sources de balle. Et donc, c'est des skills qui sont beaucoup recherchés. Et Abdou Diallo a cette part. Alors, Arnaud, très rapidement sur ce poste de latéral gauche. Je pense qu'il faut dire enfin, on cherche à avoir un bon arrière gauche avec peut-être Ballo Touré. Parce que Diallo, effectivement, c'est plus pour dépanner qu'il joue arrière gauche plutôt. Mais quand même, depuis Omar Daf, le Sénégal fait jouer des droitiers à gauche. Depuis 2002, la génération de 2000, on fait jouer des droitiers à gauche pour la bonne et simple raison que tous les gauchers qu'on amène en sélection, c'est le seul qui a réussi à... Mais lui, il a quand même été traversé un coup de vent. Il n'a pas duré en sélection. Le Sénégal a eu beaucoup... Et en général, vous voyez les 2 derniers matchs de la sélection, on avait des arrières gauches qui sont restés sur le banc et c'est un droitier qui joue à gauche. C'est quand même un désaveu de taille. C'est bien une particularité sénégalaise. Depuis 2002, la plupart de nos joueurs qui jouent à gauche étaient des droitiers. Habib Beye a joué à gauche, il était droitier. Comment il s'appelle? Omar Daf a joué à gauche, il était droitier. C'était pareil pour Sabali. Les purs gauchers qu'on a eu à un moment, Alassane Dour, il a été formé comme milieu de terrain. Il a dépanné à gauche à l'époque de 2002 par moment. Il y a eu Ibou Faye qui jouait, qui était un pur gaucher également. Et après, c'était Pape Ndiaye Souaré qui s'est installé pendant longtemps. C'est le seul qui a réussi et Saliou en tant que gaucher à réussir. Mais Saliou Ciss est la Fodé Ballo est 2012, une très belle pioche pour l'équipe du Sénégal. Et malheureusement, on n'a pas pu décrocher ni Benjamin Mendy ni Ferland Mendy, qui sont d'excellents footballeurs. Mais Fodé Ballo, il est sénégalais? Oui, il est sénégalais. Fodé Ballo Touré est sénégalais. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est là. Non, il aurait pu prétendre peut-être à la sélection malienne et tout, mais il est sénégalais. Il est sénégalais. Alors, donc, on va revoir un peu la liste. Vieux, si tu peux remettre en fait, voilà, pour continuer sur les gens qui sont arrivés, parfois aussi par rapport à la seconde vague, comme pour parler en termes médicaux en ce moment, il y a eu la première vague avec donc cette première liste. Et puis finalement, il y a eu des changements et la seconde vague est arrivée avec son lot aussi de nouveaux joueurs, avec des joueurs que certainement vous allez apprendre à connaître, d'autres voilà, qui sont déjà connus. Donc Abdoulaye Diallo, c'est son cas. Nampalys Mendy, on le connaissait déjà par rapport à son histoire. Et donc ce double choix entre la France et le Sénégal. Pape Matar Sarr, parce que voilà, il a été formé ici, on l'a vu jouer lors de la Coupe du Monde U17, etc. etc. Madi Kekan également. Et puis il y a des joueurs comme Khadim Rassoul Jouer, qui a eu à jouer ici au Sénégal. Seni Timothy Dieng, joueur des Queen Park Rangers, qui est un gardien de but, qui va rejoindre également cette sélection. Alassane Daou, qui a eu à jouer ici au Sénégal, qui est parti, qui était ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur, qui évolue maintenant en Turquie et qui fait partie aussi de ces nouveaux sélectionnés. Finalement, on aura 31 joueurs dans ce groupe. C'est quand même important, mais vu la situation, ça s'explique un peu. Là où peut-être j'ai une question à vous poser, c'est sur le manque de communication du sélectionneur. La fédération a eu à faire son travail par rapport à une situation bien précise. Elle est montée au créneau, elle a fait un courrier. Mais on se rend compte que sur la publication des listes encore, ce sont des listes balancées sur les réseaux sociaux. On a vu plein d'entraîneurs. Aujourd'hui, Michel Dussuyer a fait une conférence de presse. Il y a 3-4 jours, Vahid Aït-Lozik l'a fait aussi. Notre sélectionneur, entre guillemets, n'est pas très chaud à faire des points, même si on est en point Covid. Est-ce que vous le comprenez? Je pense que la Covid ne saurait justifier que le sélectionneur ne s'adresse pas à la presse. Parce qu'en Europe et dans d'autres championnats, même qui sont en Afrique, les conférences de presse se font en visioconférence. La fédération qui a les moyens d'affréter des avions spéciaux a les moyens d'organiser une visioconférence pour que les gens puissent parler au sélectionneur. Quand il a sorti la première liste, qu'il y a eu des problèmes et qu'au moment de publier la deuxième, je pense que le minimum aurait été qu'il y ait une certaine communication. Et d'ailleurs, c'est l'une des grandes failles, l'un des grands échecs de la Fédération sénégalaise de football, c'est la communication. Les gens ont comme l'impression qu'ils sont coupés de la sélection nationale pour la bonne simple raison que le sélectionneur n'est pas disponible pour parler à la presse. La communication ne passe pas. Balancer des listes sans aucune explication. Vous savez, Cissé, il a appelé des joueurs locaux quand même pour un match international qui reste dans le groupe. C'est quelque chose d'assez rare. On avait connu du temps de Guy Stéphane. À chaque fois qu'il publiait une liste, il y avait 2 ou 3 joueurs locaux. C'était systématique.
Aliou Cissé, depuis qu'il est là, même ne serait-ce que pour faire un complément d'effectif, il l'a fait une seule fois. Madické, l'année dernière, ils sont venus pour faire des compléments d'effectifs pour les séances d'entraînement. Ils viennent, mais on sait que depuis au moins 1 ou 2 ans, il y a quand même certains joueurs. Très bien. Ça, c'est encore un autre débat dans le débat. Qui ont la possibilité d'être là. Et justement, la communication voudrait que, quand il appelle ces jours-là, qu'il s'adresse aux Sénégalais pour leur expliquer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, pratiquement tous les médias sont obligés de faire un peu des pirouettes, des girouettes, entre guillemets, pour connaître la liste définitive. Par rapport à tout ce qui s'est passé pendant cette semaine, les gens ont réactualisé au fur et à mesure. Aliou, est-ce que quand même, à un moment donné, le sélectionneur ne se doit pas de prendre un peu de son temps et de discuter avec le public via les médias et, comme on dit, avec les nouvelles technologies du moment? À la limite, c'est une obligation, parce qu'il y a un devoir d'information vis-à-vis du public sportif, mais aussi de l'opinion publique sénégalaise. Mais à sa décharge, quand même, il faudrait, à cause des péripéties de ces différentes listes, cette fois-ci, ça aurait été difficile d'organiser 3 conférences de presse successives. Donc, maintenant que la liste elle est définitive, maintenant que mais au moins préparé, on savait avec la première liste, avant qu'elle ne sorte, avant que cette première liste ne sorte, on savait qu'il y aurait des difficultés pour avoir tous les joueurs. Non, pas forcément. Si, c'était couru d'avance. Par contre, ce que les gens ne disent pas assez, et ça aussi c'est le mérite des dirigeants sénégalais, ils discutent régulièrement avec les différents responsables des clubs où évoluent les joueurs sénégalais. Et ils échangent régulièrement. Et il arrivait des situations où le Sénégal a décidé volontairement peut-être de laisser un joueur à la disposition de son club parce qu'ils étaient assez bien fournis à son poste en sélection nationale et surtout que le club avait un besoin vital d'avoir ce joueur-là avec eux. Parce que tant sur la saison, et il faut avoir ces bons rapports. C'est le Sénégal qui leur offre le statut d'international. Mais il faut avoir ce bon rapport. Avec les clubs, mais il devrait apprendre aussi à discuter avec les Sénégalais, qui sont les principaux concernés. Mais c'est ce que je dis. La réalité, c'est qu'on discute avec les clubs, mais on ne sait même pas ce qui se passe. On parle de la même chose. Je vous ai dit, c'est un devoir. C'est une obligation pour l'entraîneur national, Aliou Cissé, de parler à l'opinion publique sénégalaise, de parler aux médias de notre pays, mais également de parler à notre opinion publique pour que les gens sachent ce qui s'est fait au sein de cette équipe. J'ai dit à sa décharge, et spécifiquement pour ce cas-ci, ce serait compréhensible. Et là où je voulais en terminer, c'est que le temps nous permet encore d'organiser une explication. Non, on n'est pas passé à une autre phase. Parce que demain, si l'équipe arrive demain... Non, on ne parle pas de liste. Non, mais justement, si demain l'équipe arrive à Brazzaville... Il y a un décalage communicationnel très grave qui aurait dû être corrigé au moment de la publication. Je suis désolé, mais... Si l'équipe arrive demain à Brazzaville, ce serait déjà bien que les Sénégalais sachent qui est arrivé, qui n'est pas arrivé, quels sont les temps dans lesquels sont. Non, pas forcément. Les médias ont fait déjà le travail, c'est ce que je vous dis. On fait le travail. Ils ont fait le travail de quoi? Ils ont fait le travail de complémentarité de la liste. Mais je pense que ça, avec Aliou Cissé, excusez-moi un peu du terme, c'est un récidiviste. Ce qui l'arrange, c'est de ne pas faire face à la presse. Parce qu'il avait commencé, je me rappelle très bien, il y a 1 an de cela, il a fallu que toute la presse sorte pour taper et même interpeller le président de la Fédération sénégalaise de football pour qu'il puisse tenir ses conférences de presse. Mais sinon, c'était des listes qui étaient balancées. Aujourd'hui, Aliou Cissé, depuis novembre, on ne l'a pas vu. Il n'est pas sorti. Mais quand même, la logique voudrait, sur les 2 dernières journées, qu'il tienne une conférence de presse. Aliou, mais des rajoutements. Il n'y aura pas d'interaction. Ce n'est pas encore la fin de dernière journée. On a encore une dernière journée à domicile où l'équipe sera là. Mais pour la publication de la liste. Mais avant la dernière journée, je suis d'accord. Je ne défends pas, j'essaie d'expliquer. Mais on ne le laisse pas. Mais on a déjà dépassé le stade où on devait s'expliquer sur la liste. Aliou me dit... il reste la dernière journée. Mais avant la dernière journée, il y a l'avant-dernière journée. Oui. Et avant cette dernière journée-là, cette liste-là est sortie pour disputer une 5e journée, avant même de penser à la dernière journée. Donc la logique voudrait, même si après, tout le monde sait que ce n'était pas facile pour tous les sélectionneurs africains de concocter une liste. Mais c'était l'occasion d'ailleurs de marquer le coup, parce que Wayed El Logique, sa sortie,
elle a eu de l'impact. Non seulement, il a communiqué. Il a communiqué sur le fait que certains clubs français ne veulent pas libérer leurs joueurs. Mais c'est bien. Mais Vaïd n'est pas à l'UCC, il a sa personnalité. Non, mais on parle pas il y a beaucoup de sélectionneurs qui ont fait des points de presse pour donner leur liste. Non, mais ça permet. Attendez, Aliou, laissez-moi, c'est moi qui mène. Pardon, excusez-moi. Je ne dis pas que on doit dire les mêmes choses. Je veux dire, Vaïd Lozzic a évoqué un point très important. Mais aujourd'hui, quand on dise la fédération sénégalaise, elle s'est battue pour qui? Elle s'est battue pour que son sélectionneur ait en sa possession ses joueurs. Ça veut dire qu'elle a porté, en donnant sa liste, en disant attention, mais il l'a déjà fait à l'UCC, en évoquant les problèmes d'arbitrage. Il en a parlé pour alerter. Donc pourquoi pas se soumettre au même exercice par rapport à ces publications de liste. Et c'est l'occasion en plus de parler de choix, de justifier des venues, etc. Même ce qui a été fait ce n'est pas à la presse d'aller tout le temps aller à la cherche. Même ce qui a été fait de positif par la fédération pour faire libérer les joueurs a été plombé au plan de la communication par l'attitude des sélectionneurs. Je suis désolé Aliou, mais c'est pas nouveau. Ton homonyme, c'est en général les conférences de presse et autres, c'est pas sa tasse de thé en quelque sorte. Donc c'est récurrent. C'est là où je veux en venir. Maintenant, il faut que l'UCC réagisse, ceux qui l'emploient réagissent, parce que ça fait des années qu'on n'a pas, et ça continue. Qu'un sélectionneur national. C'est pas une obligation de faire un point de presse quand même pour expliquer. Mais dans des situations aussi complexes, on est presque devenu aujourd'hui dans le monde de la communication des médias. En réalité, c'est pas une obligation de sa part de faire face à la presse chaque fois qu'il donne la liste. Ça, soyons déjà d'accord sur ça. Maintenant, c'est une tradition. Non, c'est une tradition d'abord. La plupart des sélectionneurs nationaux le font dans les différents pays. Ils donnent leur liste. Ils essaient d'expliquer le pourquoi du choix de certains joueurs et entre autres. Et ce serait souhaitable que ce soit le cas au Sénégal. Maintenant, les avancées notables dont vous parlez souvent, il y a une fédération sénégalaise de football. Être vraiment installée. Il y a une fédération sénégalaise de football qui a un plan de communication également. Peut-être que cette pratique n'entre pas. Je dis bien peut-être. Donc on aura reculé de beaucoup d'années. Non, Aliou, dans ce cas-là, on aura régressé d'au moins 10 ans parce que ça était devenu une tradition. Mais la fédération a un plan de communication. Oui, alors Papaline, très rapidement. Parce que c'est une fédération sérieuse. On ne dit pas le contraire. Sur ce sujet-là, moi, je m'arrête juste et payé par l'argent du contribuable. Mais il fait son travail. Il fait son travail. Oui. Mais également, il fait de la rétention d'informations. Parce que ces conférences de presse-là... Non, attends, regarde. Ces conférences de presse-là, c'est l'occasion pour avoir des... Il n'y a plus de tension d'information. À partir du moment où il y a une liste qui apparaît. Il nous balance une liste. Non, il ne vous balance pas une liste. Non. Il sort une liste qu'il envoie au secrétariat général de la Fédération sénégalaise de football, qui la signe par son secrétaire général et qui est publié. Attends, non, c'est pas balancé. Pourquoi tous les sélectionneurs du monde se soumettent à cet exercice font des points de presse par rapport à la publication de leur recette? Tous les sélectionneurs. Non, c'est pas tous les sélectionneurs. Mais les journalistes ont besoin d'avoir ce face-à-face-là avec le sélectionneur national pour pouvoir poser des questions qui les interpellent. Je suis totalement d'accord avec vous. Et pour cela, il y a les moyens de le faire. Le moyen de le faire, c'est de saisir également. On a une association de journalistes sportifs qui doit saisir la Fédération sénégalaise de football. Mais que cela soit une obligation. Je suis désolé, on l'a déjà fait. Si on en est arrivé à ce qu'on rectifie à trouver une solution, il faut continuer. Je suis désolé, il y a eu des rencontres. Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'association de la presse dont tu parles a rencontré le président de la fédération pour régler ce problème de... Vous voyez, on va... Donc, comme la situation est tolérable, laissons-la comme ça. Comme vous dites que ce n'est pas une obligation, tout est acceptable, mais laissons la situation telle qu'elle est. Non, je suis en train de vous dire. Je suis bien placé. La fédération va porter les combats de l'équipe nationale, nous on restera en retrait. Pour régler cette question des conférences de presse, des problèmes de communication, régler même huiler en quelque sorte les relations entre la presse et l'UCC, parce qu'il y avait quand même à un moment donné, c'était très tendu, il y avait beaucoup de problèmes. Il y a eu des rencontres entre l'association de la presse sportive, dont vous parlez, et le sélectionneur national, et plutôt le président de la fédération pour essayer de régler. Il y a eu plusieurs séances de travail pour trouver un cadre de travail, une formule pour éviter que ça ne se... Mais à chaque fois, on repart au point zéro, parce que les sélectionneurs,
il agit à sa guise. Et après, derrière, les gens posent des questions et on leur dit vous n'avez pas le droit. C'est pas une, c'est vrai que c'est pas une obligation, mais c'est un besoin réel qui est là. J'ai envie d'expliquer, c'est que c'est un besoin. On termine sur le sujet. Les Sénégalais, aujourd'hui, il y a le flou. Excuse-moi une seconde. Il y a le flou. Les Sénégalais ne savent pas qui est qui fait quoi. C'est-à-dire, par rapport à on quoi? sort une liste de 31 jours. Oui. C'est la première fois qu'Aliou Cissé publie une liste de 31 jours. Mais aujourd'hui, c'est le contexte qui s'y prête. Mais ce serait bien que le Sénégalais qui est au bout à Sindjouba Mambé chez toi là-bas, puisse savoir dans quelles conditions cette liste a été confectionnée et pourquoi on en est arrivé. Parce que la presse explique, mais ce serait bien que le sélectionneur soit là en face des Sénégalais et leur explique dans quelles conditions il a dû travailler pour que ça se passe ainsi. Il convoque des joueurs locaux pour une première fois. Sima, les Sénégalais, beaucoup ne le connaissent pas, il vient d'arriver Abdallah Sima. Ce serait bien que le sélectionneur vienne nous dire pourquoi. C'est ce genre de choses que les gens posent. Tu vas pas prêcher un convaincu. Ça, sur un plan personnel, ça a toujours été mon combat et ça continue d'être mon combat. Il faut que les sélectionneurs nationaux, la Fédération sénégalaise de football ou toute autre entité sportive qui gère de fonds publics destinés au sport soient en mesure de s'expliquer vis-à-vis des médias de notre pays, mais également de notre opinion publique nationale. Mais je dis encore une fois, il faut trouver un canevas dans lequel cela se fait. Et il ne sert à rien de... Mais le canevas c'est vrai que la communication digitale est vraiment à la mode, mais rien ne vaut aussi, entre guillemets... Non, Aliou, c'est juste le contact direct. Aussi, c'est important. Et même Aliou gagnerait à le faire. L'entraîneur national lui-même gagnerait à le faire pour mieux pouvoir appréhender ce que se dit l'opinion publique nationale, mais également les médias. C'est important pour lui-même de le faire. Comme Aliou dit, comme c'est pas encore trop tard, là, le regroupement va démarrer. Il y aura certainement des face-à-face avec un journaliste ou voilà, l'attaché de communication de la fédération pour qu'on puisse... Avec 3 journalistes, alors que la masse est là. Très bien, non mais bon, l'essentiel, on aura des informations. La Fédération sénégalaise de football a des canaux de communication qu'ils peuvent utiliser et les mettre on n'a pas tous les mêmes questions, Aliou. On n'a pas tous les mêmes questions. Ils peuvent demander aux médias d'envoyer leurs questions. On n'a pas tous les mêmes questions. Ils ont les moyens de demander aux médias d'envoyer leurs questions. Alors, si on veut le faire, on peut le faire. Voilà, si on veut le faire. Je crois qu'il y a une question de volonté qui est très importante. Alors, on va passer à présent à une actualité récente, présente toujours, parce qu'on a reproché plus ou moins à la Confédération africaine d'être aphone par rapport à cette situation. Tout le monde disait, mais quelle est la position de la CAF par rapport à cette situation, entre guillemets, ce différend entre les sélections africaines et un peu le foot français, entre guillemets? Quelle est la position de la CAF par rapport à cette circulaire de la FIFA? C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas encore une réponse à notre question. Alors, Aliou, est-ce que ce protocole de Rabat ne commence pas déjà à montrer appelle la FIFA Afrique? Ah bon, mais ça c'est une belle victoire du protocole de Rabat. Ah bon? Mais l'initiative vient du premier vice-président de la Confédération africaine de football. Mais il a écrit au nom de la Fédération sénégalaise de football. Ça n'en fait pas moins le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Désolé, non mais là je de la Confédération africaine de football qui prend l'initiative et qui le fait et qui obtient gain de cause pour toute l'Afrique et vous n'êtes pas satisfait. D'accord, mais c'est pas comment ça? C'est pas Patrick Motsepe qui a signé le document. Parce qu'en le faisant. Non, je suis désolé, il n'a pas adressé une lettre à la Fédération française en signant. Mais il n'a pas besoin de le faire. Il n'a pas besoin de le signer en tant que vice-président. Ramenons la question au Sénégal. Il a défendu les intérêts du Sénégal. Oui, mais en défendant. Pris en compte les intérêts des autres. C'est les intérêts qui sont propres à toutes les 54 sélections. C'est pas la CAF qui a réagi, que Patrick Motsepe fasse le courrier et le signe en son propre nom. Aujourd'hui, c'est Victor Sis, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, qui a écrit un courrier et qui a obtenu des pas en avant. Mais on ne peut pas mettre ça, on peut pas mettre ça au crédit de la CAF. Pourquoi la CAF est à fond sur la question? Non, la CAF n'est pas. Comment ça, la CAF elle est à fond là-dessus? Mais c'est qui la CAF? La CAF, c'est l'ensemble des 54 associations membres qui constituent la Confédération. Donc chaque entité de cette confédération prenant la parole ou défendant une position le fait également au nom
de la confédération à laquelle non, elle mais appartient. aujourd'hui, vous voulez que juste ce soir, CAF à partir du c'est la fédération. Mais pardon, comme ça, la nouvelle équipe vient d'être installée. Non, je ne dirais pas ça, non, parce qu'il y a une continuité de service, justement. Il n'y a pas eu d'interruption et la passation a été déjà faite au Caire. Donc la nouvelle administration de la CAF, elle travaille déjà. Pourquoi elle n'a pas réagi de façon officielle? Parce que vous ne répondez pas à ma question. Elle n'a pas besoin de réagir de façon officielle. Pourquoi? Non, mais si, ça aurait été important. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que, la question concernait exclusivement un seul pays européen, qui est la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième, dès que le Sénégal a pointé du doigt la question, la Fédération française de football a réagi et a donné gain de cause à la Fédération sénégalaise de football. Pourquoi la CAF devrait-il encore revenir là-dessus? C'est très dangereux, peut-être. C'est un précédent dangereux. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que nos sélections africaines n'ont pas d'avocat. Il y a une chose à relever. Il aurait suffi que les présidents africains, s'ils étaient des dirigeants à la hauteur de la mission que leur ont confiée leur club et leur pays, écrivent tout. Mais tous les présidents ne sont pas concernés, justement. Non. Dites-moi, allez en Afrique de l'Est. Laissez-moi parler d'abord. Ensuite, tu comprends. Il aurait suffi que les pays les plus impactés par la décision de la France. Voilà, déjà ça change de discours. Si je généralise parce que ça concerne toutes les équipes, les pays impactés. S'ils avaient tous écrit à la CAF pour dire on demande le report parce qu'on n'a pas nos joueurs, qu'est-ce que ça allait faire comme désordre? Pour la CAF, il était hors de question de reporter déjà. Non, on le sait. Ils ont dit on ne reporte pas, on joue. Oui. On ne reporte pas un jour. Oui. Il y a le protocole Covid qui leur a fait reporter des matchs. N'est-ce pas? C'est des matchs qui a fait perdre des équipes lors du dernier CHAN. On a vu ce qui s'est passé avec le Congo. On a même vu les gens dire que les Congolais ont tant de cas de Covid. Quand on a revérifié, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Ils n'ont pas perdu de match sur le tapis vert, le Congo, à ce que je sache. Le problème, avec un groupe diminué. Par rapport à ça, avec un groupe diminué parce qu'il y avait beaucoup de cas positifs. Par rapport à ça, j'ai dit, si les pays africains impactés par cette situation-là avaient dit à la CAF, on ne peut pas jouer. Le désordre, la CAF leur dit, vous jouez par la force. Le désordre que ça allait créer. Très bien. Pour la bonne et simple raison que la CAF aurait dû prendre sur elle, d'écrire elle-même à la Fédération française pour demander au nom des pays africains qu'elle dirige. Bien sûr. Mais non. Non, je suis désolé. Tu es en train de créer une nouvelle loi. Je ne crée pas de nouvelle loi. Quel joueur peut être sélectionnable? Il n'est écrit nulle part que chaque équipe nationale doit sélectionner des joueurs professionnels évoluant dans un championnat X ou Y ou Z. Et éligible à une sélection nationale de football, tout footballeur licencié évoluant dans un club professionnel, semi-professionnel ou même amateur pour pouvoir jouer dans une sélection. Mais tu viens de citer les joueurs qui jouent dans des clubs professionnels. Donc tu ne peux pas dire tu viens de citer des joueurs qui jouent dans des clubs professionnels. Même les joueurs professionnels. Je suis en train de te dire que ça ne peut pas empêcher la tenue d'un match. C'est pas parce que si la France a pris cette décision, les pays qui ne veulent pas se passer de leurs joueurs qui jouent en France et qui ont les moyens de les avoir comme le Sénégal vont les chercher. Mais le Sénégal était dans l'histoire du football africain mondial, des sélections nationales ont demandé le report comme les sélections, c'est limite qu'au football professionnel. Non, mais aujourd'hui, il y a des joueurs. L'indisponibilité des joueurs a fait reporter des matchs. Combien de joueurs sélectionnés dans l'histoire du football? Quel match? Si on va chercher dans la documentation, dans l'histoire du football, l'indisponibilité de beaucoup de joueurs a fait reporter des matchs. Non. Très bien. Alors, Aliou, est-ce que vous êtes d'accord que certains puissent penser que la CAF aurait dû intervenir dans cette affaire? Vous pouvez ne pas être d'accord en disant que le Sénégal a porté le combat, mais apparemment Harouna Dème et Pape Lamine considèrent que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi je peux comprendre que la CAF n'avait pas l'obligation, n'était pas dans une situation obligatoire d'intervenir pour cela, en ce sens que cette décision n'impacte pas les 54 associations membres, n'impacte même pas la majorité des 54 associations membres. En dehors des pays des anciennes colonies françaises, dites-moi les autres pays d'Afrique qui ont plus de 2-3 joueurs évoluant dans le championnat de France. Donc c'était une question de nombre. Si la question concernait plusieurs pays européens ou la plupart des 5 championnats majeurs européens, oui, là la CAF aurait été dans l'obligation de prendre la parole. Après, il faut se poser même la question, est-ce que la CAF allait intervenir, même si les 57 pays étaient concernés? Parce que la CAF ne gouverne pas uniquement pour les pays francophones. Alors, Pape Lamine, on ne vous a pas entendu sur ce point de vue, sur ce point. Moi, je suis... Aliou, c'est vrai, il est dans son élément. Il est de l'autre côté. Non, je ne suis pas de l'autre côté. Il est de l'autre côté, mais la CAF...
point de vue. La CAF aurait dû se prononcer sur cette question parce que, étant donné que ce sont ces associations membres qui ont été touchées par cette mesure. Pas toutes les associations. Même si c'est un seul pays, même si c'est un seul pays. Le pays qui a été touché par régler, le Sénégal concerne à régler le problème. Vous m'avez parlé que ce soit la CAF. Le Sénégal a les moyens de régler lui-même ses problèmes. Vous avez parlé tout à l'heure d'une continuité des services. Oui. Et dans un autre cas qui n'est pas comparable, on a entendu la CAF rendre une décision. Sur quoi? En suspendant le Tchad. Parce que c'est une compétition. C'est parce que ça concerne un pays africain. Très bien. Mais on a entendu la CAF se prononcer sur une question en suspendant le Tchad et l'exclure définitivement de la 5e et de la 6e journée. C'est de la même manière que la CAF. Ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Mais ce sont les éliminatoires. Le Tchad est un pays membre de la Confédération africaine de football. Le Sénégal aussi. Le Tchad, non, attention, mais pourquoi la CAF, le Tchad a été suspendu? Il faut dire pourquoi le Tchad a été suspendu. Il y a une ingérence. Alors, on connaît. Le statut de la CAF, le statut de la CAF inspiré par celle de la FIFA, n'autorise pas une ingérence du politique dans le football. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. De la même manière que la CAF devait se prononcer. Parce que l'amalgame. Non, c'est pas de l'amalgame. C'est deux choses. Aliou, j'ai envie de vous poser la question. Je veux dire, Aliou défend un point de vue. Pour vous, la CAF n'avait pas à intervenir par rapport à cette situation bien donnée. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas déjà la conséquence de ce protocole de Rabat qui a vu les dirigeants africains faire table rase d'une future élection, d'un scrutin, et rentrer dans un consensus avec un secrétaire général qui non, le secrétaire général n'était pas consensuel. Non, n'était pas consensuel, mais c'est juste pour donner plus d'informations. Bien sûr. C'est un package qu'on a vendu aux Africains. Est-ce que vous n'êtes pas déjà, au niveau de la CAF, en train de subir les conséquences de votre consensus, qui vous oblige à un silence? Maintenant, vous faites de moi un membre de la CAF. Non, mais c'est gentil. Vous avez été... Alors, non, du tout, parce que ça n'a rien à voir avec le consensus de Rabat, ou le protocole de Rabat, comme la presse sénégalaise l'a dénommé. C'est pas un protocole. est quelque chose qui vient à son heure et dont le football africain avait besoin. Pour avoir suivi ces 4 dernières années le mandat du président Ahmad, on a tous compris que la CAF était foncièrement divisée. Et ce qui nous a valu toutes les peines du monde aujourd'hui et toutes les difficultés. On avait un président intérimaire à la tête de l'institution et un secrétaire général intérimaire à la tête de l'institution. Cela veut tout dire. Et je ne vous dis pas le nombre de secrétaires généraux qui ont été changés. En 4 ans, la CAF avait connu 3 secrétaires. C'est pour cette raison que la FIFA nous désigne un secrétaire général. C'est pour vous parler de la nécessité pour la Confédération africaine de football aujourd'hui de trouver une certaine stabilité, mais surtout une certaine sérénité. Maintenant, pour le candidat Augustin Senghor, avec qui j'ai travaillé pendant cette campagne, rappelez-vous que son leitmotiv autour de sa campagne était de constituer l'unité autour du football africain. Parce qu'il n'y avait plus d'unité. Et quand nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas forts. Par contre, quand nous sommes unis, nous sommes forts. Et c'est en cela qu'on nourrit beaucoup d'espoir avec cette nouvelle équipe qui a été mise en place sur la base d'un programme consensuel. D'accord, le programme consensuel, c'est la partie la plus importante. Aliou, on en arrivera. Mais c'est la partie la plus importante. Oui, le programme d'abord. Avant de parler du consensus, il faut parler du consensus qu'il y a eu au niveau du programme. J'en arrive. Voilà. Je vous poserai des questions là-dessus, mais j'ai envie quand même d'entendre aussi Arona et Paplamine sur ce protocole de Rabat. Parce que moi, je m'en vais en fait utiliser la métaphore d'un ami qui me dit cette nouvelle nomenclature de la CAF a fort à faire pour prouver sa légitimité. Il rajoute, c'est comme un élève à qui on donne le bac sans qu'il n'ait eu à passer l'examen. J'ai trouvé cette image très belle. Voilà, maintenant, très bien. Pour moi, je la trouve magnifique parce que ça parle d'une situation très bien. Baïla, d'ailleurs, j'en profite pour te remercier pour cette métaphore et je te dis bonjour du côté de Saint-Louis. Aruna, est-ce que vous comprenez cette façon de faire, cette façon dont on a distribué les postes au niveau de cette institution africaine? On peut les comprendre en se mettant sous l'angle des dirigeants africains qui acceptent que le président de la FIFA vienne décider à leur place et que derrière, quand leurs États décident, parce qu'il y a des circonstances qui obligent les États à agir, eux-mêmes, ils sanctionnent ces États-là en disant vous faites de l'ingérence. Parce que ce que la FIFA a fait, c'est plus que de l'ingérence. La FIFA est venue décider à la place de la CAF, à la place des États membres, à la place des dirigeants africains,
ils auraient dû s'enfermer entre eux, faire eux-mêmes ce consensus-là. S'ils sont incapables de le faire... Mais c'est eux qui l'ont fait. Non, ils ne l'ont pas fait. On leur a imposé. Mais il faut laisser les gens parler aussi. Le président de la FIFA... C'est pas vrai parce que moi j'étais au cœur de cela. Je vais vous dire comment est parti le protocole. Est-ce qu'un Africain qui était dans la position de mais laissez-moi au moins vous expliquer comment est parti ou comment est né le protocole. Je termine ce que j'ai à dire, après tu pourras expliquer. Est-ce qu'un dirigeant africain, un responsable, haut responsable africain aurait pris son bâton pour aller faire le tour des palais présidentiels, aurait été reçu de la même manière, on lui aurait permis d'avoir toutes ces ouvertures-là pour aller trouver la solution, essayer de créer le consensus. Alors, le Guinéen Alpha Condé a appelé les candidats à venir le voir à Conakry pour trouver un consensus. Pour trouver un consensus, ne serait-ce que pour l'Afrique de l'Ouest. Les gens n'ont pas été capables d'aller se retrouver dans son salon ensemble pour qu'ils règlent le problème. Chacun est parti de son côté. Je termine. Le président de la FIFA vient, on lui déroule le tapis rouge à Dakar, on lui déroule le tapis rouge à Kigali, on lui déroule le tapis rouge partout. Pourquoi les chefs d'État africains ont ce complexe-là? Ils ont ce complexe-là d'accepter que quelqu'un d'autre vienne leur imposer ce qu'ils veulent parce qu'on évoque quoi? La géopolitique internationale. On évoque des situations qui n'ont rien à voir avec le football. Pour vous, c'est de l'ingérence alors. On a même été jusqu'à changer l'organigramme de la CAF. Il n'y avait pas 5 ou 6 vice. Est-ce qu'il y avait 5 vice-présidents à la CAF? Ok, Pape Lamine. Moi, je pense que on ne peut pas occulter ce mot ingérence-là. Parce que du moment que le président de la FIFA a fait le tour de l'Afrique quasiment pour rencontrer des chefs d'État et discuter sur ce programme consensuel, sur ce programme unique dont vous parlez, et qui a été mis en œuvre par 2 pays, le Maroc et l'Égypte. Mais là, non, j'ai non, Aliou, mais parce que je ne comprends absolument rien de ce que vous dites. Non, parce que le président de la fédération, dans la communication de la CAF, le président Aliou, qui était à l'origine de la fédération, c'est pas vrai, montre-moi ce communiqué. Aliou, le président de la fédération marocaine de football a invité Maître Augustin Senghor à un déjeuner. Oui. À un déjeuner. À un déjeuner. Oui. Agne. Oui. Olof. Oui. À un déjeuner pour lui parler de cette candidature unique. Augustin lui a répondu je ne connais pas Motsepe. Alors, tu vois. Non, ça ne s'est pas. Non, le meilleur pour la fin. Non, le meilleur pour la fin. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, là, c'est une discussion de grand place. Non, c'est pas une discussion de grand place. C'est pas une discussion de grand place. Non, parce que tu me dises que c'est que le président Augustin du truc, ça ne s'est pas passé comme ça. Il faut quand même. Oui. Écoutez les gens, parce que donc, rendre-nous un peu également cette capacité d'écoute. La veille, les 4 candidats se sont retirés à l'hôtel. Ils ont discuté. Augustin Senghor, la FIFA même, à l'hôtel même, des émissaires de la FIFA, ils ont parlé jusqu'à tard dans la nuit. Il les a dit, mais écoutez, laissez-moi dormir la nuit porte-conseil. Ce sont ses propres mots. D'accord. C'est lui qui l'a dit. Parce que Aliou, tu es sourcé. Tu étais au cœur, mais ils sont sourcés aussi. C'est lui qui l'a dit. Laissez-moi dormir la nuit porte-conseil. Le lendemain, quand il est revenu, il a carrément dit, vous nous toguez, les 4, il a dit à Motsepe, mais je ne connais pas. Ça, c'est le lendemain. C'est à la veille. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai entendu Augustin. Ah, tu as entendu Augustin himself. Donc tu as mal entendu Augustin. Non. J'ai entendu Augustin le dire. Lui-même, il a dit que c'est le Maroc et l'Égypte qui ont organisé cela à Rabat. Il a discuté avec les candidats, les 4 qui sont concernés. Il a discuté également avec les émissaires de la FIFA jusqu'à tard dans la nuit. Il leur a dit, écoutez, la nuit porte conseil, laissez-moi aller dormir. Le lendemain, ils sont revenus pour être d'accord sur l'homme Motsepe. Et il les a fait comprendre, on ne te connaît pas. Pourquoi tu n'as pas pris, vous, la Fédération sud-africaine de football? Mais Motsepe lui a répondu que je suis dans le football parce que j'investis dans un club
qui est entre guillemets un grand d'Afrique. Quand même des journalistes européens ont voulu interviewer Augustin Senghor sur le nouveau président de la Fédération Confédération africaine de football, il leur a carrément dit: je ne peux pas en dire plus. J'ai le numéro de Danny Jordan, le président de la Fédération sud-africaine de football. Je peux vous le passer, discuter avec lui. Alors, à la limite, les coulisses, c'est vrai que chacun est en train de créer une discussion. Non, Aliou, laissez-moi y arriver. Pour moi, c'est peut-être des discussions, il y a eu des coulisses, bon voilà, il y a eu le protocole, comment ça s'est passé, etc., etc. Mais est-ce que vous êtes d'accord que l'instigateur de tout cela, celui qui a enclenché tout ça quand même, c'est Gianni Infantino, le président de la FIFA, et que c'était dans son intérêt que les Africains n'aillent pas à une élection parce que lui, il avait son candidat. Est-ce que vous pouvez m'accorder cela? Ou vous n'êtes pas d'accord? Non, vous n'allez pas, je suis quand même, je ne vais pas répondre comme ça à cette question tout de go. Je quand même été... Pourquoi? Parce que vous avez quand même une capacité d'analyse. Non, mais justement... Vous savez très bien que même si vous étiez au cœur de la campagne, vous avez quand même une capacité d'analyse et de recul. Parce que la morale et l'éthique du métier de journaliste que nous faisons m'impose peut-être aujourd'hui de rétablir certains faits. Et c'est très important. Mais qu'est-ce que vous faisiez avec les... Lamine, c'est toi qui disais tantôt qu'il faut écouter. Laisse-moi après, je t'ai écouté complètement parce que je t'ai entendu faire le verbatim d'une rencontre à laquelle tu n'étais pas et qui est complètement... Il est journaliste, Aliou, je suis désolé, il a le droit d'avoir ses sources aussi. On ne va pas lui reprocher de n'avoir pas y été. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Je suis en train de le dire. Je suis en train de le dire. Vous avez su que les 27 voix qui pouvaient vous faire passer comme président de la Confédération africaine commençaient à s'affaisser avec vos drapeaux, les verts, jaunes, rouges que vous meniez tous les jours. Hein? Avec des épingles là, vous voyez, il y a des pays qui... Vous voyez, qui a fait ça? Très bien. Mais qui a fait ça? Vous étiez là-bas? Oui. Augustin? Oui. Abdoulaye Sow? Mais c'est pas même vrai. Augustin a appelé, c'est pas vrai. Même Augustin a appelé tard la nuit. Lamine, c'est pas vrai. Laisse-moi au moins te dire comment ça s'est passé. Et au moins la décence de m'écouter te dire parce que moi j'y étais. Je vais te dire le consensus, comment il est né. Très rapidement. Les gens pensent que c'est Gianni Infantino. Mais avant Gianni Infantino, quand les 4 candidatures se sont déclarées, celle de Motsepe, celle de Augustin Senghor, celle de Jacques Anouma, celle de Ahmed Yahya, les 4 candidats, chacun d'entre eux étant allé avoir la bénédiction de son État, les chefs d'État, les 4 chefs d'État différents et 2 autres chefs d'État, dont je tairai le nom ici, africains également, je peux vous donner le nom. ont tous demandé qu'il faut aller vers un consensus. Il faut que les 4 candidats se parlent et qu'ils trouvent un accord. Et quand ils tomberont d'accord sur quelque chose, lorsqu'ils viendront, nous autres chefs d'État, nous validerons. Donc, en ce moment, Infantino n'avait même pas encore entamé sa tournée africaine. Et c'est de plus en plus le cas au niveau des élections, au niveau des grandes institutions africaines, y compris au sein de l'Union africaine. Ça, c'est la première chose. L'envie de consensus, l'idée de consensus est d'abord née des chefs d'État africains. Et c'est pour cela que Gianni Infantino, quand il est arrivé, il n'a pas eu du mal à convaincre les chefs d'État à aller dans ce sens. Mais pourquoi Motsepe alors? Pourquoi Augustin Senghor a appelé le ministre Matarba pour lui dire que c'est ce qui est ressorti de notre conclave? Mais parce que si vous m'écoutez, maintenant si vous n'avez pas envie d'écouter, ça ne dit absolument rien. Alors, après cela, et c'est la raison pour laquelle Gianni Infantino n'a pas eu de mal à convaincre les chefs d'État à aller dans ce sens. Augustin Senghor, lorsqu'il était candidat, son premier réflexe déjà avait été de susciter une seule candidature au sein de notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest. Et particulièrement dans notre zone où on avait 2 candidats UFOA et un candidat UFOA-B. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est d'abord déplacé à Cotonou, en marge du tournoi de l'UFOA de moins de 20 ans, pour parler au candidat Anouma qui était. Et c'est là-bas que la première négociation entre eux deux a commencé. Après Cotonou, Augustin s'est encore rendu à Abidjan pour rencontrer Jacques Anouma, pour recontinuer la discussion autour d'une candidature unique.
Quand on est rentré... Pour une zone géographique. J'arrive. Une zone géographique. Et quand nous sommes... Oui, je vais aller très vite. Quand nous sommes revenus au Sénégal, on est allé dans le même processus. Une délégation de l'État du Sénégal, menée par Matarba et Abdoulaye Sow, et d'autres membres de la fédération, sont partis à Nouakchott pour également discuter avec Ahmed Yahya dans le même sens. Augustin a invité Jacques Anouma à venir à Dakar pour également discuter de la même situation. Pendant ce temps, il continuait sa campagne, et de la plus belle des manières. Maintenant, à un moment donné de la campagne, plus on approchait de la date fatidique, le Maroc, qui est un des pays majeurs sur le continent en termes de football, pour la bonne et simple raison que c'est un pays aujourd'hui qui a signé 42 protocoles d'accord avec des fédérations africaines de football qu'elle aide au quotidien. Dans le Sénégal. Dans le Sénégal, sur l'aspect technique, sur l'aspect logistique et tout, a pris l'initiative de convoquer 3 candidats à Rabat, à l'origine. Augustin Senghor, Ahmed Yahya, et c'était ça à la base. Mais entre-temps, le président Gianni Infantino, qui avait refait une deuxième partie de la tournée, a dit, au lieu de se limiter aux 3 candidats, pourquoi on ne convoquerait pas tous les 4 candidats pour leur demander à se parler? Et c'est en cela que Motsepe s'est également retrouvé à Rabat. Quand ils sont arrivés à Rabat, l'Égypte n'était pas, pendant tout ce temps, l'Égypte n'était pas dans le processus. L'Égypte est entrée dans le processus à partir de Rabat. Quand ils sont arrivés à Rabat, il y a eu une première réunion où il n'y avait que 4 personnes. Augustin Senghor, Patrice Motsepe, Ahmed Yahya et Jacques Anouma. Il n'y avait même pas... J'arrive. Je te dis, il n'y avait même pas le Maroc qui était initiateur de date. Ceux qui se sont dit, ça reste dans le secret de la maison. Moi, je ne le dirai pas parce que je n'étais pas dans la salle. J'étais assis devant la porte. Je n'étais pas dans la salle. Mais par contre, quand ils sont sortis, parce que je travaille avec Augustin Senghor, il a échangé avec moi la teneur de cette discussion. Et ils n'avaient pas trouvé de consensus pendant cette décision. Ils ont décidé de se revoir le lendemain. Alors, le lendemain, avant le matin, la réunion était prévue à 11h. Elle a fini par commencer à 17h. Quand ils sont revenus le matin, Augustin a dit, on a discuté entre nous. Ils se sont parlé entre eux, entre 4 grands responsables, et ensemble, ils se sont rendus compte que chacun, dans son programme, parlait d'unité et d'union autour du football africain, à cause de la situation actuelle. Ça a été le point déclencheur. C'était le premier point commun qu'ils avaient. Sur la situation, ils étaient tous d'accord qu'il fallait l'unité, parce que nos divisions avaient rendu le mandat qui finissait quasiment ingouvernable. Et à Kanouma, Ahmed Yahya Augustin dit, et si jamais on doit discuter pour trouver un consensus, pour voir qui parmi nous va nous diriger, commençons d'abord par avoir un programme commun. Et c'est là où le Maroc est entré dans la danse. Les Marocains ont dit, donnez-nous chacun vos 4 programmes. Nous allons mettre tout de suite une équipe qui va travailler là-dessus pour sortir tous les points de convergence des 4 programmes, pour en faire un programme commun. Ils l'ont fait, ils sont revenus le lendemain sur un programme autour de 10 points. Très bien. Mais le choix de Motsepe, parce que le programme, je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Le choix de Motsepe. Oui, c'est ça. Il a expliqué. Il a tiré. Non, j'en arrive. Mais Goloko. J'en arrive. Si vous voulez que je vous explique pourquoi ils ont choisi Motsepe. Non, la question c'est pourquoi c'est là où j'en arrive. Dans la danse. Oui, mais Infantino n'était pas à Rabat. Non. Très bien. Oui, mais il y avait ces émissaires qui étaient là. Et pourquoi Infantino a refait son tour d'Afrique? Pour la bonne et simple raison que Infantino avait son candidat, qui était le Sud-Africain Motsepe. Quand le Maroc a eu son initiative de regrouper les 3 de l'Ouest Afrique. C'était Motsepe le candidat de la FIFA, ça je ne savais pas. J'ai jamais entendu la FIFA dire que Motsepe était le candidat. Quand le Maroc a eu son idée, on est des journalistes, on sait ce qui se passe aussi. Aliou, il fait un peu de la diversion. On n'y était pas, mais on a entendu la FIFA dire que Motsepe était son candidat. Quand Infantino a senti que la FIFA, vous avez entendu la FIFA le dire. Quand Infantino s'est rendu compte que le projet du Maroc de créer l'unité d'Afrique pour une Afrique de l'Est avec un seul candidat allait faire écraser son candidat, il est rentré dans la danse. Non, là on est dans les supputations. C'est pas les supputations, c'est des faits. Parce que les faits ont donné raison aujourd'hui à Infantino. Parce qu'il a fait passer son candidat, les autres sont applaudis. Mais ce n'était pas que les candidats à la présidentielle. Il fallait voir au-delà du poste de président toute la nouvelle nomenclature du comité exécutif de la CAF et du conseil de la FIFA. Et autre chose, une confusion que nous autres Africains nous faisons et qui est très dangereux, c'est que
On oublie que la FIFA, c'est qui la FIFA? Mais la FIFA, c'est la CAF. Oui, évidemment, ça. Non, parce que c'est l'émanation de toutes les confédérations et de toutes les associations membres. La CAF, c'est la fédération. C'est une association. Mais la CAF, c'est la fédération finalement qui est devenue celle qui est la plus forte. Parce que c'est la plus grande. Mais la plus insignifiante en termes de poids dans les décisions. Très bien. Alors, Aliou, très rapidement, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire. Il y a, entre guillemets, il fallait restituer la vérité. Non, vous avez restitué, mais. Non, mais tu n'as pas dit le contraire. Ce qu'on a dit là, c'est que tu as confirmé. Non, tu n'as pas dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. Le choix de Patrice du début jusqu'à la fin, Motsepe a toujours été le candidat de la Ça, moi, je ne savais pas. Quand le gars a senti le candidat de la FIFA, c'était le ministère de l'Afrique de l'Ouest allait faire tomber son candidat. Il va faire quoi dans cette nouvelle nomenclature? Très rapidement, on a un premier vice-président, deuxième vice-président, bon, toute une nouvelle... Ça me permet de répondre, parce qu'il disait, par exemple... Oui, non, mais ce qui nous inquiète en tant qu'Africains, c'est de voir également que le secrétariat général de la CAF, un poste très très important, a été donné à un monsieur qui était représentant de la FIFA au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, est-ce que ça ne vous pose pas problème? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas des coquilles vides au niveau de vos postes de vice-président, président, deuxième vice-président? Je vais vous dire comment est née cette idée de 5 vice-présidents. Parce que justement, il faut qu'on sache la teneur de ce que représente. C'est ce que je suis en train de vous dire. Écoutez, ayez la patience de m'écouter. Je vous dirai comment on en est arrivé à 5 vice-présidents. Tout simplement parce que dans le programme commun des 4 candidats, chacun disait vouloir nommer un vice-président ou 2 vice-présidents supplémentaires sur la base des zones. La CAF compte 6 zones, dont un vice-président par zone pour assurer plus d'équilibre. Ou bien, Augustin par exemple, c'était un vice-président sur la base linguistique. Il y a 4 langues au sein de la Confédération africaine de football. Le français, l'anglais, l'arabe et le portugais. Augustin, lui, dans son programme, disait, si je deviens président, je créerai un 4e poste. Les anglophones sont rangés dans... Non. Ça, c'est sûr. Non, c'est pas ça. On va pas y arriver. Et donc, c'est de là-bas qu'est partie l'idée. Et quand ils ont décidé finalement de créer 5 postes de vice-président, dont un par zone, ils l'ont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Cette décision a été amendée, validée, votée à la large majorité par l'Assemblée générale, d'abord, avant que ce soit posé au sein de la réunion. C'est très important. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, quelle en est la teneur? C'est classique, comme dans toutes les organisations. Il y a un premier vice-président, un deuxième, un troisième, avec des différentes successions. Mais je pense déjà des différents profils des vice-présidents. Je sais, par exemple, je ne serais pas surpris si on confie toute la partie réforme de la CAF et des textes à Augustin Senghor, parce que c'est le juriste du groupe. Vous voyez, si on utilise la partie marketing, on la confie à Ahmed Yahya, parce que du point de vue marketing, il a fait beaucoup de presse. Maintenant, au niveau de cette nouvelle nomenclature... Maintenant, pour en venir au secrétariat général, c'est le nœud gordien, justement. Alors, il n'y a pas meilleur profil que de mettre quelqu'un qui, pendant 4 années, n'a fait que du développement. Véron est celui, M. Véron Mozongo Omba, est celui qui gérait les fonds forward de la FIFA. C'est quoi les fonds forward de la FIFA? C'est tout le projet de développement de la FIFA, avec l'utilisation des fonds, la réalisation de projets. Est-ce que vous savez, sur les fonds FIFA, il y a des pays africains qui, depuis 4 ans, n'ont jamais utilisé un seul franc de l'argent qui leur est dû. Un pays comme la RDC, aujourd'hui, justement. Donc, depuis 4 ans, il y a des fédérations qui vous disent, nous, on ne veut pas prendre notre argent maintenant. On veut attendre que tout soit complet, ça fasse 4 millions, 5 millions de dollars. Maintenant, on va construire un stade où on va faire A, B, C, D avec. D'autres fédérations prennent selon chaque année. Aujourd'hui, le Sénégal, par exemple, est éligible avec le stade d'Emba Diop, qu'ils sont en train de faire. Donc, pour quelqu'un qui a fait que du développement, aujourd'hui, de quoi a besoin notre football? Mais aujourd'hui, on a besoin de développement. Et Véron est un fils de l'Afrique. Très bien. Il est congolais. Est-ce que Véron ne va pas diriger la CAF, tout simplement? Parce que Patrick Motsepe, comme le dit Aliou, il se familiarise avec des profils. Pour un président de la CAF, je trouve que quand même, il est un peu... Non, Aliou, Véron a été le bras droit de ces 4 dernières années, en quelque sorte, de Infantino. Avant même d'être là-bas, il était avec lui. Il a toujours presque travaillé avec lui. S'il est compétent. Ça ne me pose pas de problème. Ça ne pose aucun problème. Et c'est un fils d'Afrique, c'est une fierté. La bouche, l'oreille. C'est comme Fatma Samoura aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Fatma Samoura qui est une de l'autre et aujourd'hui la secrétaire générale de la CAF, de la FIFA, ça te pose un problème?
Moi, ça ne me pose pas de problème. Au contraire, j'en suis fier. Je peux continuer. C'est une compétence africaine. On peut parler. Oui. On peut continuer. Oui, c'est presque Continuez fini. comme Là. vous voulez. Le truc il est très simple. Véron, il est parachuté pour être l'homme de main d'Infantino qui va faire ce qu'Infantino veut. Parce qu'Infantino a imposé sa volonté à l'Afrique. Il a besoin d'avoir ses hommes dedans aussi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa réélection à la FIFA. Il a besoin d'avoir ses hommes dedans. Le calendrier de la CAN. Tout le monde a dit, si Motsepe devient président, la première mesure passera à 4 fois. La question lui a été posée 3 fois depuis son élection et il a répondu tout de go et clairement que la CAN reste sur tous les 2 ans. Maintenant, Motsepe, un brillant homme d'affaires sud-africain qui a réussi dans les affaires et qui prospère, dixième fortune du continent, quand même, je pense, pour avoir une telle réussite professionnelle, on n'est pas un cancre. Mais j'imagine que peut-être aller à une élection aurait permis aussi de savoir qui pèse quoi et pourquoi pas que ce soit le Sénégalais qui soit le premier et le plus brillant. En gardant beaucoup de divisions. Et ce sont ces divisions qu'on voulait effacer parce que les élections en Afrique ont la particularité d'amener des divisions. Aliou, mais au-delà des divisions, il y a aussi des objectifs à remplir. Absolument. Cette CAF, elle est déficitaire sur le plan financier. Cette CAF n'arrive pas à organiser une CAN sur une périodicité connue. Donc il y a beaucoup de problèmes. Donc on n'est pas là pour faire petit Papa Noël. On s'entend, on est d'accord. Il y a des problèmes qu'il faut régler. Comment on va travailler avec cette nouvelle nomenclature? Allez, laissez. Je pense que pour cette élection de Motsepe, le facteur déclencheur peut-être c'est la casquette d'homme d'affaires businessman qui sait comment aller chercher ces ressources additionnelles là qui ont pesé sur la balance. Parce que lui-même, j'ai suivi sa première conférence de presse, pas à Rabat, mais à Johannesburg, quand il est rentré. Il a dit, je vais, au cours des 12 prochains mois, je vais faire le tour des fédérations pour leur montrer comment nouer des partenariats publics-privés. 2, après il a parlé également des droits de télévision qu'on doit... je ne dirais pas renégocier, mais qu'on doit beaucoup plus approfondir dans la quête de cette recette financière-là. Je peux te dire exactement ce qu'il a dit. D'accord, mais c'est pas grave. Laisse-moi terminer, mais je suis dans l'idée. Oui. Je n'ai pas dit le contraire et je n'ai pas dénaturé ses propos. C'est ce que j'ai. Il n'a pas dit pendant les 12 mois qu'il va faire le tour de toutes les fédérations pour leur apprendre comme non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit pendant les 12 premiers mois, les 12 prochains mois, ce qui devrait être la priorité pour la Confédération africaine de football et toutes les associations membres, c'est de pouvoir se donner la main pour mettre en place les moyens de trouver des ressources additionnelles. Pas dans le sens de venir, parce qu'il y a des fédérations qui sont beaucoup plus performantes que lui-même en termes de conduite de projet et même de création de richesses. Après, maintenant, sur la partie droit télé, effectivement, puisque le contrat avec Lagardère a été cassé, ils sont tous convenus de la nécessité, de l'urgence de trouver un nouveau partenaire stratégique pour commercialiser les droits télé, mais surtout exploiter les droits digitaux qui sont quasiment inexploités et inexistants sur le truc. Je n'ai pas dit le contraire. C'est pas ce que tu avais dit. Non, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Non, tu m'as dit qu'il allait apprendre aux Africains comment faire des projets. Non, tu as dit qu'il allait apprendre aux Africains comment faire des projets. Pas apprendre. Je n'ai pas dit le contraire. Initier des partenariats. Initier des partenariats publics-privés. Je n'ai pas dit le contraire. C'est encore une des données du programme consensuel. Aléou, c'est vrai que tu es au cœur du système, mais nous également. Non, tu es au cœur du système. Non, je suis le système comme toi. Non, mais nous également, il faut nous reconnaître également notre casquette d'observateur. Mais je ne dis pas le contraire. Parce qu'on est journaliste, on va vers l'information, on filme, on se documente. L'autre chose, sur le secrétariat général, c'est lui qui a dit aux autres candidats, moi, je propose, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sa prérogative. Il a dit, c'est sa prérogative. Il est président. Il a dit ça aux autres candidats, qui ont tous validé. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce Diou-là, tout le monde sait que ce Diou-là est vraiment les yeux et les oreilles du... Mais ce Diou-là, quand Motsepe est parrainé par Infantino et que Motsepe passe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer les hommes que
Infantino lui on gouverne avec ses hommes, ça c'est un principe élémentaire de gouvernance. Il ne faut pas dire que il faut pas dans ce cas-là nous dire que Véron n'est pas là, l'homme de mai. Non, ce que je trouve inacceptable, c'est de vouloir déjà juger quelqu'un tout simplement sur sa proximité. Moi, j'ai eu la chance de pratiquer. Alors je vais vous dire, moi j'ai eu la chance. Moi j'ai eu la chance de pratiquer. C'est un fait. Mais je vais vous dire, moi j'ai eu la chance de pratiquer Véron, de travailler avec lui et d'être sur le terrain avec lui. Et vous dire qu'aujourd'hui, tu étais à Praia. Et les gens qui étaient à Praia, ceux qui nous ont rapporté sur ce que Véron a dit, montraient d'avance que Véron et Infantino allaient faire ce qu'ils allaient faire. Non, encore une fois, non. C'est aussi simple que cela. Non, je suis en train de dire, Manfatou, aujourd'hui, le football africain est dans une situation très difficile et très complexe. Pour la bonne et simple raison que nous sommes dans une situation socio-économique très très compliquée, où il y a quasiment plus d'argent. Cette maladie a fait beaucoup de dégâts et le football africain a besoin aujourd'hui de ressources, a besoin de compétences et a besoin de développement. Très bien, une fois qu'on a dit ça, certains fustigent, c'est normal. Aliou, vous avez votre position, d'autres ne sont pas forcément d'accord. Il y a beaucoup de gens dans la... de tout pour faire un monde. Bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans l'opinion, qui sont des Africains tout simplement comme nous. Parfois on se plaint beaucoup d'injustices, qui sont choqués par la manière dont les choses ont été faites et ils en ont le droit. Aruna, sur quels critères aujourd'hui on va réussir à juger la réussite de cette CAF? Sur quels critères? D'ici 4 ans. Non, sur 4 ans. Préjugés défavorables. Non, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit qu'ils ont échoué avant même d'avoir... Comment on va juger la réussite de cette... On les jugera sur pièce. Oui. Par rapport aux actes qu'ils vont poser et ce qu'ils vont faire. Par rapport à leur réalisation et au bilan qu'ils vont présenter dans 4 ans. Parce que ce programme consensuel... Le préjugé défavorable. Le débat aujourd'hui, quand les gens expriment des jugements, c'est par rapport à la manière dont cette équipe a été mise en place. C'est des observations sur les faits par rapport à ce qui s'est passé lors de l'installation de cette nouvelle équipe de la CAF. Maintenant qu'ils sont là, on attend de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, quel projet ils vont proposer et qu'est-ce qu'ils vont concrétiser. Ils ont dit on a un programme. Il y a un programme. C'est bien beau d'avoir un programme. Mais il faut réaliser ce programme-là. Il faut avoir des résultats par rapport à ce programme-là. C'est sur ces pièces-là qu'on attend la CAF. Très bien. On ne va pas dire tout de suite d'office, ils vont échouer, ils vont réussir. Je suis désolé, je ne suis pas dans ce nihilisme-là. J'attends de voir sur pièce qu'est-ce qu'ils vont proposer. Parce qu'il y a eu des réformes. Il en a parlé tout à l'heure. Il a dit que l'Assemblée générale a réformé, a mis des vice-présidents pour que chacun puisse se faire affecter une tâche, en quelque sorte. N'est-ce pas? Non, parce que tu as parlé de l'Assemblée générale qui va gérer la réforme. La représentativité, elle était déjà là. Non. Elle n'était pas équilibrée. Elle n'était pas équilibrée. Pour une représentativité plus équilibrée. Elle est plus spéciale aussi. Vous dites, je suis en train de juste derrière. Équilibré dans le sens d'aujourd'hui au sein de la nouvelle, au sein du nouveau comité exécutif de la CAF, vous avez toutes les spécificités et toutes les différences au sein de la confédération qui sont représentées et qui ont un pouvoir de décision. Ont toujours été représentées. Non, elles n'existaient pas avant. Sur quoi on va juger cette CAF? Parce que, comme on dit, quand le vin est tiré, il faut le boire. Ça peut plaire ou ne pas plaire. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des chantiers. Attendons-les sur ces chantiers-là. Je pense qu'Aaron a résumé la situation. Tu ne peux pas juger quelqu'un qui vient de s'asseoir comme ça. Il faut qu'il y ait au moins qu'on le laisse dérouler son programme et le juger à la fin de ce mandat-là. Mais moi, je suis trop petit pour lancer un appel à la CAF, mais il faut qu'on l'entende beaucoup plus courageux sur certaines questions. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un débat assez vivant. Pour le reste, on laisse... Oui. Bien que je dise quelque chose. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui s'est dit. Non, mais je pense que tu as assez parlé. Non, j'ai envie de me dire... Mais on est arrivé au terme de notre timing. Il est important de dire qu'aujourd'hui, moi je veux dire qu'aujourd'hui, le consensus qui a été trouvé, cette unité retrouvée du football africain, est un motif d'espoir. On verra, comme j'ai posé la question à Aruna et à Aliou, on jugera sur la fin. Si autant ils sont pessimistes, autant on n'est pas pessimiste du tout. Arrête de nous faire dire des choses qu'on n'a pas dit. Aujourd'hui, cette équipe consensuelle autour d'un programme commun est un motif d'espoir pour des lendemains meilleurs. On verra bien. On aimerait bien être aussi...
quelque chose avec qu'on n'a un pas président encore aussi compétent comme Augustin Senghor, Ahmed Yahya et tous les autres. C'est très important. Pour revenir dans mais le tu n'as sport, pas là. dit- La mais première c'est fois clair. qu'un Sénégalais est à ce niveau de responsabilité. Mais c'est aussi notre il fierté. aurait pu être plus haut. Hein. Oui, mais c'est déjà bien ce qu'on a. Si Infantino n'avait pas décidé. C'est déjà bien ce qu'on a. Merci beaucoup. Ouais, on en est fiers, mais on regrette qu'Infantino ait décidé qu'il sort du football africain de la sorte. Bon, merci beaucoup. Chacun va avoir le dernier mot, c'est normal, c'est le but d'un débat. On va juste permettre aux téléspectateurs de voir rapidement ce qui s'est passé en Ligue 1, puisque la Ligue 1 a un nouveau leader, le Teungueth FC, qui a battu Stade de Mbourg, et puis au même moment, l'AS Douane tenait en échec à Djibril Diagne, Génération Foot. Djambar s'est incliné devant l'AS Pikine. Le Jaraaf fait du surplace et concède le nul au stade Aline Sitoé Diatta. Et puis, donc, tous les temps forts de cette 11e journée de Ligue 1 avec Cheikh Diop. Teungueth FC devient leader de la Ligue 1 sénégalaise. C'est le principal enseignement de cette 11e journée disputée ce week-end. Les hommes de Youssouf Dabo, invaincus depuis quelques matchs, sont allés corriger le Stade de Mbour sur le score de 3-0 avec des hommes. Mais 20 points au compteur. Il passe devant l'AS Douane, tenu en échec par Génération Foot. Un but partout. Pour sa part, l'AS Pikine a enchaîné une 3e victoire de suite après avoir pris le dessus sur les Djambars de Sali sur la marque de 2-1 à domicile. Les Pikinois entament ainsi de la meilleure façon leur sprint final de folie de la fin de cette phase allée du championnat. Au programme pour eux, dans les 3 journées à venir, Teungueth FC, le Jaraaf et l'AS Douane. À Ziguinchor, le choc des verts et blancs entre le Casa Sport et le Jaraaf de Dakar a accouché d'un nul, un but partout. Un résultat qui n'arrange personne puisque les deux formations restent au milieu de tableau avec le même nombre de points, 14. Au bas du classement, Mbour Petite Côte respire mieux après sa victoire 1-0 sur le Cneps alors que NGB battu reste toujours bon dernier. Voilà, le débat se poursuit hors antenne. Alors, vous le savez, hein, sur ces joutes africaines, puisque la transition ne se fera pas, le TFC, vous le savez, a été éliminé à cause d'une défaite acquise à Alger devant le Mouloudia, 1-0. Donc, pour le Teungueth FC, il faudra juste encore jouer 2 matchs contre l'Espérance de Tunis ici au Sénégal et en Égypte contre le Zamalek pour conclure en beauté cette première aventure africaine. C'était mardi. Le lendemain, à Thiès, le Jaraaf a obtenu de justesse le point du nul face au CS Sfaxien grâce à une égalisation de Momodou Silla dans le temps additionnel. Le score final, 1 but partout. Prochain adversaire de l'équipe de Chergué, les Burkinabés du Salitas FC. Chergué, justement, s'est entretenu avec Momodou Ndiaye. Le Jaraaf est un club qui ne se refuse pas, affirme celui qui a quitté la Guinée de l'AS Kaloum pour rejoindre l'équipe de la Médina. Chergué a pris en cours 2 compétitions, le championnat de Ligue 1 et la Coupe CAF, sans appréhension, mais beaucoup d'ambition. Chergué est heureux de son entretien ici avec Momodou Ndiaye. Signé avec l'AS Jaraaf de Dakar. Vous venez aussi fraîchement de l'AS Kaloum de la Guinée. Jaraaf, pourquoi le choix? Est-ce que ce n'est pas aussi lourd? C'est fait partie de l'un des meilleurs clubs sénégalais. C'est vrai, Jaraaf c'est l'un des meilleurs clubs sénégalais, mais il faut reconnaître aussi que le Kaloum est l'un des meilleurs clubs de la Guinée. Pourquoi Jaraaf? Pour un entraîneur sénégalais, le Jaraaf ne se refuse pas. Le projet Jaraaf est très important. Et pour un entraîneur comme moi, j'avais besoin de s'affirmer dans un grand club chez moi. Comme je vous ai dit tantôt, moi je suis revenu au Sénégal pour vraiment contribuer au développement du football local. Donc j'ai vu que le Jaraaf, c'est le lieu où je dois être vraiment pour contribuer au football du Sénégal. Comme je vous ai dit tout de suite, Jaraaf, c'est un club gagneur. Jaraaf a un projet de futur. Donc moi, étant un entraîneur ambitieux, j'ai vu vraiment que l'idéal c'était de venir au Jaraaf. Est-ce que le fait de prendre en main l'équipe, interrogation ou appréhension? Ni interrogation, ni appréhension, parce que j'ai vécu cela à Guédiawaye. J'avais pris Guédiawaye, je pense, à la 10e journée, comme actuellement que je prends le Jaraaf presque à la 10e journée. Donc c'est une expérience que j'ai déjà vécue. Comme je vous ai dit tantôt, il n'y a pas d'appréhension à faire. Il faut essayer, quand tu viens dans un club où il y a une très bonne structure, où il y a de très bons résultats, donc c'est de suivre cette dynamique de résultats, d'apporter ta méthodologie de travail, d'apporter ta touche dans l'édifice de ce projet.
et continuer d'avoir de très bons résultats. Coach, vous êtes dans le championnat local depuis 2015. Comme coach adjoint des Guédiawaye FC, comment vous avez vécu cette expérience? Ça a été une expérience très excellente du fait que Youssou avait fait un excellent travail en classant l'équipe presque à la 4e place, si je ne me trompe pas. Donc remplacer Youssou dans cette dynamique de victoire n'était pas du tout facile. Mais quand je suis venu, j'ai essayé de travailler dans la continuité qu'avait laissé Youssou cette équipe, et Dieu a fait qu'on a eu de très bons résultats et on s'est terminé en 2e avec, je pense, 47 points derrière Génération Foot. Ouais, Guédiawaye, à Sonacos, Stade de Mbour la saison dernière, donc 3 clubs différents. Quel enseignement tirez-vous de cette expérience? Vous savez, les clubs sénégalais, parfois les gens se disent que nous avons les mêmes clubs du fait que ce sont des clubs traditionnels. Mais dans chaque club, on apprend. Je pense qu'à Guédiawaye, il y a des réalités différentes. À Guédiawaye, parmi les équipes où j'ai passé, il faut reconnaître que le Guédiawaye de Djamil a été l'une des équipes les plus structurées. Chaque club a ses réalités. Dans chaque club que j'y vais, j'essaie vraiment de m'intégrer de la manière dont travaille le club, parce que moi je suis l'entraîneur, donc mon rôle c'est totalement le terrain. Donc la structure du club, j'essaie aussi à chaque fois que je vais dans un club d'essayer aussi d'aider dans la structure des clubs. Parfois c'est difficile. Je pense que ce sont des expériences différentes, parfois très difficiles, mais nous sommes des entraîneurs. On accepte ces expériences. Voilà, donc on va parler à présent de foot européen pour bien sûr boucler. Et 200 pour Kylian Mbappé, j'allais commencer comme ça. Et puis une victoire importante pour Idrissa Gana Gueye et compagnie qui redeviennent leaders de la Ligue 1. En Espagne, c'est toujours le statu quo à la tête de la Liga avec les victoires de l'Atlético, du Real et du FC Barcelone. Le Bayern, futur adversaire du PSG, faut-il le rappeler, a déroulé devant le VfB Stuttgart 4-1. Et réduit à 10, hein, attention. C'est des signaux très forts. On va regarder tout ça. L'international français de 22 ans a marqué ce dimanche soir ses 99 et 100e but en Ligue 1 française à l'occasion du large succès de son club, le PSG 4-2 face à l'Olympique lyonnais. Une victoire importante qui permet à Idrissa Gana Gueye et compagnie de truster la tête du classement à 8 journées de la fin du championnat. En Espagne, c'est toujours le statu quo à la tête de la Liga. Après les victoires d'Atlético de Madrid et du Real Madrid au cours du week-end, l'FC Barcelone mettait fin à cette 28e journée de Liga avec un déplacement chez la Real Sociedad. Les Catalans n'ont pas raté leur sortie en surclassant leur adversaire 6-1 avec un nouveau doublé du petit lutin argentin Lionel Messi. En Allemagne, le Bayern Munich, pourtant réduit à 10 avant le quart d'heure de jeu, s'est amusé contre le VfB Stuttgart en s'imposant sur la marque de 4-1. Robert Lewandowski en mission a inscrit un triplé et se rapproche de Gerd Müller avec 35 buts pour lui en Bundesliga. L'attaquant polonais n'est plus qu'à 5 longueurs d'égaler le record de Gerd Müller, 40 buts en 1971-72. La 28e journée de Serie A nous offrait une belle rencontre ce dimanche soir de l'autre côté des Alpes, puisque l'AS Rome, 6e avec 50 points, recevait le Napoli 5e avec 50 points au Stadio Olimpico. Les coéquipiers de Kalidou Koulibaly se sont imposés 2-0 grâce à 2 buts du Belge Dries Mertens. Et de 100.